Les trois brigands. Baboum, on vous prévient, ne faites pas les malins, car l'acier plus affûté c'est qu'ils aient coupé un petit cœur comme rien. À la base, c'est un livre pour enfants. Livre que j'ai eu la chance de lire dans ma jeunesse et qui m'a profondément marqué. Un peu comme toutes les œuvres de Tommy Ungerer, comme le géant de Zaralda par exemple. Car cet étrange personnage, cet homme torturé qu'est Tommy, sait parler à l'âme des enfants. Il sait éveiller leur sens et leur intérêt pour les histoires farfelues. Tommy? Ah, je l'attendais celle-là. Je vais pouvoir me lancer dans un long monologue avec plein d'effets de voix. Jean Thomas Ungerer, dit Tommy Ungerer, naît le 28 novembre 1931 à Strasbourg. Il est seulement âgé de 3 ans quand son père décède. Ce dernier était ingénieur, fabricant d'horloges astronomiques, artiste et historien. Tommy lui rendra d'ailleurs hommage dans De père en fils, paru en 2002. En 10 ans, j'ai eu le sentiment qu'il m'avait transmis tous ses talents en mourant. Après ce décès, la famille quitte Strasbourg et part s'installer à Witzenheim, dans le quartier du Logelbach, en Alsace. Avec des nouvelles du Haut-Rhin, des nouvelles du Bas-Rhin et des nouvelles aussi du Bas-du-Dos, tant qu'on y est. Là-bas, les paysages sont calmes et romantiques, et cela inspirera beaucoup le jeune Tommy. Mais le calme de la région sera perturbé par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. L'Alsace sera annexée par l'Allemagne. La maison et l'usine familiale seront réquisitionnées. Et comme tous les Alsaciens, Tommy Ungerer subira un endoctrinement nazi à l'école. Le jeune garçon parlait alsacien et français, et il avait maintenant 3 mois pour parler allemand. Les journées commencent alors par des chants nazis et par l'écoute des discours d'Adolf Hitler. Tommy a une totale interdiction de parler français, et son prénom, jugé insuffisamment germanique, est changé en Hans. Ses yeux, c'est plus allemand. Mais malgré l'interdiction, sa mère continuera toutefois de lui parler en français. Évidemment, on ne tardera pas à la dénoncer. Mon voisin s'appelle Lévi. Elle trouvera cela dit un stratagème bougrement malin pour continuer. À l'officier de la Gestapo qui l'avait reçu, elle confirmera parler en français avec son fils, et elle dit qu'elle continuera à le faire. Elle ajoutera, avec une fin de conviction, « Il faudra bien trouver des gens pour diriger ces Français après la victoire finale. » Convaincu, l'officier admet. Ainsi parle une vraie fille du Führer. Oui, je l'imagine avec cette voix. Et ainsi, l'enseignement en français du jeune Tommy put continuer. Alors pour Tommy, désormais, ça allait être français à la maison, alsacien dans la rue et allemand à l'école. C'est à cette période qu'il commença à dessiner son environnement, comme pour exorciser la rudesse de son quotidien. Mais vint le jour de la libération de l'Alsace. Vous voulez l'Alsace, que voulez-vous que j'y fasse? Tommy Ungerer est de nouveau français, mais là encore, il a du mal à s'adapter. Cette fois, comble de l'ironie, on lui interdit de parler alsacien. Il en dit avec amertume en 2009 « La liberté, c'est avant tout le droit de l'individu à sa propre identité. L'égalité, c'est l'harmonie entre les différences qui se complètent. La fraternité se crée dans le respect de l'identité des autres. La France de l'après-guerre a commis un assassinat culturel, par le biais de l'enseignement. Elle s'est acharnée à nous déraciner de nos origines qui sont germaniques. Il est marqué par l'autodafé organisé par les Français. De nombreux livres de la littérature allemande ont été brûlés devant lui. Et le moindre mot d'alsacien à l'école lui valait une sanction immédiate sous forme d'heure de colle ou d'une violente paire de baffes. Ces événements, doublement douloureux pour lui, le marqueront d'une sensibilité toute particulière, qui se traduira dans ses œuvres tout au long de sa carrière artistique. En 1946, il explore la France à vélo, puis après son échec au baccalauréat en 1951, au lycée Bartholdi, il voyage par des moyens de fortune jusqu'en Laponie et au Cap Nord. En 1952, après avoir été réformé par l'armée, il s'inscrit aux Arts décoratifs de Strasbourg. Mais il est renvoyé au bout d'une année pour indiscipline. C'était de la procréation outrageuse. Il travaille ensuite comme étalagiste et publicitaire pour des petites entreprises. Entre 1954 et 1955, il effectue de nombreux voyages en Europe, notamment en Islande, en Norvège, en Grèce et en Yougoslavie, toujours par des moyens de fortune, en autostop ou en s'engageant comme marin sur des cargos. En 1956, Tommy Ungerer part une première fois pour New York, où il débarque avec 60 $ en poche et une cantine de dessins et de manuscrits. Après avoir obtenu sa green card, il s'y installe en 1957. C'est alors le succès immédiat. Il travaille pour les journaux et magazines les plus prestigieux. Sa rencontre avec Ursula Nordstrom, éditrice au Harper & Row, est déterminante pour sa carrière dans le domaine des livres pour enfants. Ce sont ses activités de dessinateur publicitaire et notamment d'affichiste qui lui apportera la notoriété. Il est notamment l'auteur de l'affiche du film Dr Folamour de Stanley Kubrick, sorti en 1964. Non, pas lui. Il se fait aussi connaître comme dessinateur politique pour ses affiches contre la guerre du Vietnam et la ségrégation raciale, et comme dessinateur satirique, par sa critique de la société américaine. En bref, Tommy Ungerer est devenu un artiste, mais un artiste torturé, et c'est très peu dire, car il est assez spécial, le petit Tommy. Il y avait Pâques, et puis j'ai pris mon fusil, j'ai dit aux enfants, écoutez, le lièvre de Pâques, vous allez voir, je vais le descendre.
What? Mais c'est ce côté décalé et excentrique qui fera de Tommy Ungerer l'un des auteurs jeunesse les plus pertinents. Lors de sa carrière d'écrivain de littérature jeunesse, il créera de nombreuses œuvres cultes dont Les Trois Brigands. Les Trois Brigands, bien sûr, oui. Sorti en 1961, le livre raconte la vie de trois brigands, forcément. Trois brigands qui se lieront d'amitié avec une orpheline. Et après s'être attendris, ils construiront une ville pour tous les orphelins. Le film reprend la même trame narrative, même s'il créera un univers bien plus complexe autour, puisque l'intrigue ne suffisait pas pour faire un film de plus d'1 heure. Il y a donc plus de détails, notamment sur ce qui entoure l'orphelinat. Le film, intitulé Die Drei Rauber, est un film d'animation allemand réalisé par Hayo Freitag, Hayo Freitag. Sorti en 2007. Il s'appelle Hayo Vendredi? Oui. Seulement le vendredi ou les autres jours de la semaine aussi? Le réalisateur a eu du mal au départ à convaincre Tommy Ungerer de changer certains détails de son œuvre. Pourtant, quand on voit le résultat final, le film est on ne peut plus fidèle. Les artistes et leur ego. I have a picture when he kissed me, you know. Yeah. Ouais, on va le croire. Mais bon, finalement, Hayo Freitag réussira à se faire entendre, et ce pour le meilleur, car cette collaboration donnera naissance à ce chef-d'œuvre de l'animation 2D. 2D c'est important, parce que Hayo Freitag ne supporte pas la 3D, à part le travail de Brad Bird, je sais pas trop pourquoi lui spécialement, toujours est-il que le réalisateur allemand est complètement hermétique à cette technique d'animation. Bon, moi j'adore la 3D, donc ça va être difficile de soutenir ce que dit Hayo Freitag, mais il faut reconnaître que seule la 2D pouvait vraiment retranscrire l'univers de Tommy Ungerer au cinéma. Le film est produit par Wildside Studios. Et Animation X, entre autres. C'est bizarre tous ces mots sur l'écran, c'est quoi? Ce sont les gens qui ont donné de l'argent pour faire le film. Leurs noms vont être cités l'un après l'autre. Hayo Freitag est au scénario avec Hakim von Boris, Bettine von Boris. C'est moi où il y a une similitude entre les deux noms. Et Tommy Ungerer. L'histoire du film. Dans un pays non nommé, trois brigands vêtus de noir sèment la terreur, armés respectivement d'un tromblon, d'un soufflet rempli de poivre et d'une grande hache rouge. Ils attaquent les diligences et en dévalisent les passagers. Mais un jour, ils attaquent une diligence qui ne contient qu'une unique passagère, la petite Tiffany, une petite fille que l'on conduisait contre son gré à l'orphelinat. Pour échapper à son sort, elle fait croire aux trois brigands qu'elle est la fille d'un Maharaja très très riche. C'est normal, à sa place j'aurais fait pareil. Maharaja. Donc les brigands pensent pouvoir gagner beaucoup d'or en la kidnappant contre une rançon. Ils emportent alors la petite fille dans leur cachette, mais vous vous en doutez, ils s'attacheront tous trois rapidement à elle. Même le ronchon Grigou. On suivra en parallèle l'histoire de deux orphelins qui veulent fuir leur sort. Et surtout la terrible directrice de l'orphelinat qui a réduit les enfants en esclavage pour qu'ils produisent des tonnes de gâteaux pour elle. Bien sûr, les deux intrigues se rejoignent au final. Oui, parce que sinon ça serait vraiment stupide, donc... Ce film est vraiment magnifique à mes yeux. Les traits qui constituent les personnages s'animent de façon saccadée et rappellent vraiment le style graphique des débuts de Tommy Ungerer. He said, what are you doing? You're making a cartoon. I'm a realist. And I said, well, Tommy, in the 60s when you wrote the book, look at this. It's not realistic at all. Il était pas un petit peu lourd sur les bords? Les artistes. L'animation. L'animation est très fluide et parfois assez psychédélique. D'un point de vue de mise en scène, on choisira de raconter l'histoire à la manière d'une pièce de théâtre, comme dans Le Grand Méchant Renard par exemple, ou dans Azur et Asmar. On a la plupart du temps de longs plans séquences où les protagonistes se cachent, jouent avec la perspective ou déambulent, comme dans ce plan par exemple. La couleur a une importance primordiale dans ce film, puisque c'est même le message final. La vie est plus colorée quand tu es là. Effectivement, les brigands se teignent en bleu la nuit, mais lorsqu'ils retrouvent Tiffany, autrement dit leur petit rayon de soleil, ils reprennent leur couleur et font tomber leurs masques effrayants. On a ce plan par exemple qui joue avec le changement de couleur du paysage. Comme le monde est beau. Ou celui-ci lorsque Tiffany peint les murs de la grotte des brigands. On a aussi celui-là lorsque Tiffany découvre la grotte. Là encore dans un plan séquence hyper sympa je trouve.
Le film jouera constamment avec la notion de clair-obscur. Par exemple, les brigands seront en fait gentils, malgré leur apparence sombre. On nous montre les paysages qui passent du jour à la nuit, on a un contraste entre le contexte sombre du kidnapping d'une fillette, avec la gaieté et le côté je m'en foutiste de cette petite Tiffany. On a aussi un passage du sombre, avec l'orphelinat, à la lumière, avec ce que les trois brigands vont en faire justement de cet orphelinat. Donc c'est pas du tout de la technique du clair-obscur dont tu parles. Non, j'ai dit la notion de clair-obscur. Nuance. Ah, parce qu'en plus tu parles de nuance. Ah ouais. Eh ben j'espère qu'il y en a pas 50, hein. Ce film est bourré d'humour, et surtout d'humour absurde. On brise très souvent le quatrième mur, ce qui est assez fréquent d'ailleurs dans les œuvres de Tommy Ungerer. De mettre en relief la réalité par l'absurde. Et vice-versa, de mettre en relief l'absurde par la réalité. On constate que le film ne se prend pas trop au sérieux. Madame, monsieur, il n'y a aucun doute sur la nature de vos agissements. Attentat à la pudeur caractérisée. Oh. Je suis par conséquent contraint de verbaliser. Mais où va-t-on ? Oui, ça va un petit peu loin pour le coup, c'est vrai, mais j'avoue avoir beaucoup ri, donc... On a beaucoup d'autodérision, rien que dans l'intro où les comédiens qui doublent les voix expliquent qu'ils jouent un rôle et le contexte de l'histoire, ce qui donne tout de suite le ton. Tu n'as pas l'air si vilaine que ça. Je joue la vilaine tante. Je suis comédienne, quoi. Ça peut être vu comme un défaut, comme une qualité, c'est à vous de voir. Après, à cause de ça, il faut être honnête, ça limite la tension du récit. Mais ne tournons pas trop autour du pot. Je gardais ce point pour plus tard, mais il est temps d'en parler. La musique. Mon Dieu, cette musique. C'est comme si les armes des bandits fabriquaient le son. C'est tellement bien pensé, je trouve. Un peu comme dans les triplettes de Belleville où les grands-mères font de la musique avec tout ce qui leur passe par la main. La musique est composée par Kenneth Pattengill. Et franchement, je l'aime énormément. Enfin, pas Kenneth, hein, j'aime beaucoup la musique. Qui se cale sur l'action qui se déroule à l'écran. À la manière par exemple des premiers Disney comme Peter Pan. Mais on y rajoute un côté très rock. Et puis la partie musicale avec la licorne, c'est magistral, non ? Les bruitages du film aussi sont très travaillés. C'est Frank Cruz qui en était en charge. Parlons personnage. Philou, le premier brigand, c'est le plus naïf des trois et aussi le plus gentil et sensible. Il est doublé par le célèbre Pascal Casanova, la voix de Miguel dans Les As de la Jungle ou bien du Captain Gut dans L'Âge de Glace 4. Permets-moi de te tendre la main le premier en signe d'amitié. Ça, c'est ton pied. Mais c'est que monsieur est perspicace. Rapial, le deuxième brigand, est assez bourru, mais il s'attachera bien vite à la petite Tiffany. Il est doublé par François Sienner. Le troisième brigand s'appelle Grigou, c'est le plus grincheux des trois. Il cache ses sentiments dont il a un petit peu honte. Comme par exemple sa peur pour l'orphelinat ou son amour pour la petite Tiffany. Mais au fond, il a un cœur d'or comme les autres. Il est doublé par Saïd Amadis, la voix du chat dans Coraline par exemple. Les trois brigands, ce sont des terreurs au grand cœur. On joue ici sur le contraste entre leur apparence bourrue et terrifiante avec leur comportement de grands enfants. On détourne donc les clichés des méchants de contes. On a aussi ça dans Le Géant de Zaralda, où le géant devient gentil à la fin. Et d'ailleurs c'est ça qui a fait sensation à l'époque. Un conte pour enfants avec pour tête d'affiche des brigands, c'était pas courant. Dans le livre comme dans le film, ce sont des Robins des Bois qui ne volent que les riches. Cela dit, ils ne redistribuent pas l'argent aux pauvres parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur or. C'est la petite Tiffany qui leur proposera d'acheter un orphelinat, qui plus tard deviendra une ville pour tous les orphelins. Dans le film, on apprendra que les brigands aussi sont des orphelins, ce qui n'était pas précisé dans le livre. Ils ont donc le même passé que Tiffany et que les gosses qu'on voit depuis le début du film. Forcément, on s'attachera plus au personnage et ça crée une relation antagonique avec la directrice de l'orphelinat. Tous trois s'attacheront très vite à leur petite captive vive d'esprit, Tiffany. Orpheline depuis peu, elle refuse d'aller à l'orphelinat. Lorsqu'elle tombe sur les brigands, elle voit en eux l'occasion idéale de se créer une nouvelle famille de fortune. Elle pousse donc les brigands à la capturer. Pour ce faire, elle invente un prétexte, elle dit être la fille d'un riche Maharaja. Maharaja. J'en ai marre, Raja, de ce Maharaja. Le principe du quiproquo. Oui, c'est pas super original quand même. Non, c'est sûr. Mais heureusement, le film ne se reposera pas trop là-dessus. Lors de sa pseudo-captivité, la petite Tiffany racontera de nombreuses histoires. Et elle dira aux brigands qu'elle a 3 frères, en référence aux 3 brigands. Elle a aussi une petite poupée nommée Pinpanella, qui fait le café. Tu es très douée, Pinpanella. Ce qui est super chez Tiffany, c'est son côté vif d'esprit et espiègle. Elle est adorable et intelligente. Pour autant, elle n'en oublie pas d'être une petite fille. Elle n'est pas non plus très sage, c'est une petite sauvageonne qui se fiche bien de la tenue, des règlements. Au cours de l'histoire, elle apprendra aux brigands à écrire. Eh, ça y est, je sais écrire. Tu as vu ?
Je trouve ça assez drôle, une petite fille qui a un rôle d'adulte. Tiffany est doublée par Mélanie Maupin. Lorsque les brigands se rendront compte qu'elle est orpheline, elle partira dans la forêt et fera la rencontre de 2 orphelins fugitifs. J'ai nommé Nicolas et Grégory. Avant, on était orphelins. Maintenant, on est libre et on a envie de découvrir le vaste monde. Ce sont donc 2 orphelins qui ont décidé de fuir la tyrannique directrice de l'orphelinat. J'aime moyen le fait qu'elle laisse comme ça s'échapper ces orphelins sans opposer de résistance. Ouais, bof. Oh, comme c'est mignon. Ils ne feront pas le poids dehors, ils sont beaucoup trop faibles. Ils reviendront. Les 2 enfants s'attacheront à Tiffany durant la dernière partie du récit, mais on va pas se mentir, ils ne servent pas vraiment à grand chose. Mais disons qu'ils humanisent un peu les orphelins. C'est Léopold Zabatura qui fait Nicolas et Simon Darchis qui fait Grégory. Simon Darchis a notamment fait des voix dans Les Mini-Justiciers. Parlons maintenant de la terrible tante. C'est homophobe, non? Non. Rentre chez toi. C'est La vénérable directrice de l'orphelinat. Elle exploite les orphelins dans son usine. Elle les force à cultiver des betteraves, et avec le sucre qu'elle en tire, elle se fait des gâteaux sucrés, alors que les pauvres enfants sont contraints de manger la peau des betteraves. La terrible tante, c'est l'image même de ce qu'on appelle une perverse narcissique. Une PVS narcissique. En gros, elle fait en sorte de rendre les enfants dépendants d'elle. Elle leur fait croire que tout ce qu'elle fait, c'est pour leur bien. Elle manipule les enfants en leur certifiant qu'elle les protège, qu'elle les aime, les sauve de la misère. Elle emploie des mots très forts qui vont dans ce sens. Le mot amour, bien sûr, avec son fameux dicton « pas de betterave ». Pas d'amour, telle est la règle d'or. Elle dit aussi vouloir prendre soin des orphelins. À quel point je souffre de ne pouvoir prendre cette pauvre enfant sous mon aile. Si on ne fait pas ce qu'elle veut, elle humilie le fautif en public et dit souffrir de cette trahison. Dans ces conditions, comment voulez-vous que je vous aime? Elle ne laisse aucun répit à ses protégés. Déjà qu'elle les force à se réunir dans la cour pour la saluer le matin, elle les regarde aussi dormir en ricanant. Flippante. C'est dans ce personnage qu'on retrouve beaucoup du passé de Tommy Ungerer. Les punitions, les phrases à apprendre par cœur. Pourtant elle existe que dans le film. Tout à fait. Et c'est pour ça on peut supposer que Tommy Ungerer a soit aidé à la conception de ce personnage dans le scénario, soit que les gens qui étaient en charge du scénario se sont inspirés du passé de Tommy. Toujours est-il que ce personnage est doublé par Catherine Cerda, qui a fait des voix dans Franklin, Galaxy Express 999 par exemple. Elle fait aussi la voix de la grand-mère d'Aileen dans Witch, mais aussi la sorcière dans Rebelle, ou bien la grand-mère de Miguel dans Coco. Parlons de la fin légèrement traumatisante de cette tortionnaire. Pas Catherine Cerda, non, je parle de la méchante tante évidemment, parce que je n'ai strictement rien contre cette comédienne, bien au contraire, enfin je veux dire... Bref, la mort de la vilaine tante a marqué bon nombre d'enfants, puisqu'elle est assez crue. Et moi je la trouve sucrée. Cette fin fait vraiment très Roald Dahl, je trouve, même si je saurais pas vraiment comment plus étayer mon propos. Comme plus personne ne prête attention à cette vilaine tante, elle perdra la raison et se jettera dans une cuve bouillante, avant de se faire transformer elle-même en gâteau. Gâteau que les orphelins mangeront d'ailleurs. Oh, c'est immonde! Oui, là au niveau de la morale... Autant l'ironie est frappante et je trouve ça assez bien fait, mais c'est vrai que sinon la situation est assez glauque quand même. Dans les autres personnages, on a le crapaud cocher qui est doublé par Philippe Catoire, la voix notamment de Lord Farquaad, mais de tant d'autres. C'est le narrateur dans Blanche-Neige, la voix du crapaud dans Story City, décidément, du général Mandibule dans Fourmise, et là il fait un cocher aux allures de crapaud. Y a pas de justice. Le personnage est un délire poussé à l'extrême. Je pense qu'il voulait le déshumaniser et faire écho à la scène où Tiffany est sous la pluie, mais ça reste vraiment très jusqu'au boutiste. Ce crapaud guette dans l'ombre le moindre des faits et gestes des orphelins. Il se trouve toujours au mauvais endroit, même quand c'est impossible normalement. Comme il est très loyaliste envers la tante, il sera ses yeux et ses oreilles. Sinon, dans les personnages, on a le gendarme, qui est doublé par le regretté Joe Doumergue. Le personnage est assez pertinent. Il est très drôle et absurde, mais en plus il se voile la face en pensant respecter l'ordre et les règles, alors que les règles en question n'ont pas de sens. Il pense par exemple bien faire lorsqu'il envoie la petite Tiffany à l'orphelinat. Il pense aussi bien faire lorsqu'il verbalise les animaux de la forêt alors qu'il pourrait arrêter les brigands. Il voue une confiance absolue envers la sombre tante juste parce qu'elle est directrice. D'un point de vue design, je ne peux pas m'empêcher de le comparer au méchant vétérinaire dans Courage le chien foussard, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est flagrant, non? Pour finir, c'est bien sûr Tommy Ungerer qui fait lui-même le narrateur de l'histoire. Le doublage. Oui, parce qu'on l'a seulement brièvement abordé ici, mais pour moi, tout est parfait. La voix de la petite Tiffany est vraiment choupie et son léger zozotement la rend hyper mignonne. Il faudra peut-être attendre un peu avant de recevoir l'or.
Les voix des trois brigands sont parfaites elles aussi, caverneuses, graves et profondes. Elles collent donc à la fois au côté terrifiant et au côté tendre des brigands. La voix de la marâtre est plus théâtrale, mais tout aussi bien. Elle représente parfaitement son côté sournois et aussi sa folie. Comme c'est un personnage grandiloquent, ce côté théâtral lui va très très bien. Les deux orphelins aussi sont très cool, même si le texte fait un petit peu plus récité. Les chara-design. Au niveau des chara-design, on se rapproche beaucoup du style original de Tommy Ungerer, en dépit de ce qu'il a pu en dire. Les nouveaux personnages sont sympas, même si le cocher est un petit peu trop jusqu'au boutiste pour moi. La marâtre est très très bien designée. Elle a de longues dents, de longues mains avec des doigts crochus, des yeux fous, et pour contraster avec ça, une belle robe colorée et une coiffure soignée. On a très souvent des plans avec elle où son ombre s'avance vers les enfants. Cela nous montre graphiquement l'emprise qu'elle a sur eux. Pour les orphelins, là aussi, c'est très explicite et aussi très jusqu'au boutiste. Le côté miséreux chez eux est vraiment poussé à l'extrême. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais je sais pas si c'est un point positif pour autant. C'est à vous de voir, hein, c'est à l'appréciation de chacun. Sinon, je voulais noter que les oiseaux dans cet univers, et d'ailleurs en général les oiseaux faits par Tommy Ungerer, ressemblent comme deux gouttes d'eau au Shadok. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ah, et les chevaux en 3D avec leurs pattes désarticulées. Je trouve vraiment ça génial. C'est à la fois onirique et flippant, et je ne peux pas m'empêcher de tirer mon chapeau. Et comme je suis très très mal peigné, je sais pas si c'était une bonne idée. Pareil pour l'animation des jambes de la licorne. Bon. Comme on est dans un conte, il faut des codes liés au conte, non ? Je sais pas. Évidemment, ce film fait tout ce qu'il faut faire. On a le narrateur, la petite Tiffany lit elle aussi un conte, mais le plus important c'est le chiffre 3, qui revient constamment, comme dans tous les contes qui se respectent. On a 3 brigands, les 3 nuits qui délimitent les actes du film. C'est la 3e nuit. Les 3 orphelins, si on rajoute aux 2 évadés la petite Tiffany, les 3 coups de tromblon lors de la chanson, et bien sûr, comme on est aussi dans une sorte de pièce de théâtre, on a les 3 coups. Ça commence. L'action. Oui, c'est là où le bas blesse. Effectivement, il y en a très peu et c'est pas super dynamique. Mais ce film compense avec sa mise en scène hyper ingénieuse. Il s'agit d'un conte en images, tout simplement. Mais je comprendrais que ça puisse en déranger certains. Après, ce n'est pas spécialement un défaut, puisque ce film n'est pas spécialement fait pour avoir de l'action. Puis c'est pas mal parfois des films qui prennent leur temps. Et oui, il est déjà temps d'en venir à la conclusion. Le livre des 3 brigands est devenu un monument de la littérature pour enfants, grâce à son style graphique audacieux où le noir est omniprésent, grâce à son décalage par rapport aux contes classiques et grâce à sa sensibilité. Et le film de Hayo Freitag est au moins tout aussi génial. Il a les mêmes qualités, mais en plus il décline l'univers sans que ce soit poussif. Il nous présente une galerie de personnages au demeurant attachants et un message très beau. La fin me fait un peu penser à celle des 3 frères, mais en moins satirique. Donc oui, ce film fait réfléchir en plus d'être comique. L'humour est intelligent, bien que parfois un petit peu poussif, il faut le reconnaître. Nous avons enlevé ta fille. Non. Nous avons kidnappé ta fille. Non, enlevé. Non, attends, que je réfléchisse. Nous avons kidnappé ta fille. Oh non, enlevé. Kidnappé, enlevé, blablabla, etc. Et pas un mot, gendarme. Nous avons... Et après, c'était quoi déjà? Maharaja, oui, comment j'avais dit déjà Maharaja, nous avons enlevé ta fille. Non, c'est pas ça, non. Nous avons kidnappé ta fille. Non, enlevé. Non, c'est pas ça. Oui, bien sûr. Maharaja, nous avons kidnappé ta fille. Non, enlevé. Kidnappé, écrit, enlevé, blablabla. Et pas un mot au gendarme. La musique est sublime, les décors sont superbes, c'est une grande fresque théâtrale, parfois absurde, c'est un conte coloré et tendre. Et c'est un magnifique film qui pousse les enfants à la curiosité. Alors certes, ce film n'a pas beaucoup d'action, et ça peut en refroidir certains. Certes, ce film est plus à destination des enfants, mais ce film a une qualité indéniable. Sa poésie. Comme le monde est beau. Je lui donne la note de 8,5 sur 10. Donc ça... Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, dites-moi si vous l'avez vu, parce que finalement je me rends compte qu'il n'y a pas tant de gens qui en parlent, en fait sur internet il y en a même pas qui en parlent, voilà. Je suis le premier ici. Je retire un certain orgueil. À moins que j'ai juste pas vu ceux qui avaient déjà fait une vidéo dessus. Bref, dites-moi dans les commentaires donc ce que vous pensez de ce film, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, les amis. Alors, à bientôt pour la prochaine. Donc à bientôt pour la prochaine. Donc à bientôt pour la prochaine. Donc à bientôt pour la prochaine.
Baboum, on vous prévient, laissez-nous votre butin, car l'acier peut s'affûter, s'aiguiser, couper votre gorge comme rien. Bordi bordabouz.